Alors, bienvenue pour cette dernière capsule sur le chapitre 7. Dans cette dernière capsule, on va regarder plus précisément la réactivité pour former des alcynes. Puis après, on va faire quelques exercices. Les alcynes, jusqu'à maintenant, les réactions d'élimination, on a vu pour former des doubles liaisons des alcynes. Mais on peut faire facilement des alcynes. Comment? Bien, plutôt que de faire juste une élimination, on va en faire deux éliminations. Donc, on va effectuer une double élimination. Généralement, on va toujours faire de la E2. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que la E1 souvent va causer des problèmes de compétition avec la SN1. Donc, c'est plutôt la E2 qu'on va devoir faire sur des alcanes qui sont dihalogénés. Donc, sur des molécules qui ont deux halogènes. Les deux halogènes peuvent être sur des carbones voisins ou sur le même carbone. Je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer des cas pour les deux, mais ici, on aurait pu interchanger faire la réaction. La première, c'est pour faire une alcyne disubstituée, puis l'autre, c'est pour faire une alcyne terminale. Mais ce que j'utilise pour faire l'alcyne disubstituée, que ce soit les deux halogènes sur le même carbone ou sur des carbones voisins, j'aurais pu faire l'inverse. Donc, faites-vous-en pas. Ici, je vais vous en reparler. Par contre, lorsqu'on fait une double élimination, la première élimination, on pouvait utiliser n'importe quelle base que vous voulez, des bases fortes et encombrées, telles que tarbutyl au moins, donc tarbutoxy, ou encore éthyle au moins, donc étoxy. Mais pour faire une double élimination, pour la deuxième élimination, il faut vraiment utiliser quelque chose de très très fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bases comme NaNH2 ou KNH2. Donc dans NaNH2, ce qui est important, c'est pas le Na+, c'est le NH2-. Donc même chose dans KNH2. C'est le NH2- qui est une base beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut avoir avec des O-. Puis ça, c'est requis. C'est vraiment nécessaire d'utiliser cette base-là pour faire les réactions, pour former des alcynes. Si vous essayez d'utiliser une autre base, ça ne sera pas correct pour vos exercices ou pour l'examen. Donc, admettons que je vais faire une alcyne qui est disubstituée. Donc, disubstituée, ça veut dire que les chaînes de carbone de part et d'autre de la liaison triple. Ce que je veux, c'est que je veux partir avec une molécule qui a des chaînes de carbone qui sont plus loin que les deux carbones que je vais utiliser pour faire la liaison triple. Ici, je pars à partir d'une molécule qui a deux bromes sur des carbones qui sont voisins. Mais comme j'ai dit au départ, j'aurais pu choisir une molécule qui a deux bromes sur le même carbone, puis j'aurais pu faire un acide disubstitué à partir de celle-là. Okay? En autant que j'ai des chaînes de carbone qui sont plus longues que deux carbones, au moins d'un côté, par la règle de Zaitsev, c'est par là que je vais commencer à faire les éliminations. Donc, j'utilise une base. La base, c'est NH2-, ok, ici. J'ai juste écrit base, mais il faut comprendre que c'est NH2-. Je viens chercher le premier H, qui est sur un carbone bêta du brome qu'on veut retirer. Puis, on va former une double liaison en expulsant le premier brome. Ce qui nous donne une double liaison avec un brome encore présent. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut avoir un hydrogène sur chaque carbone ici. Si on prend une molécule qui a deux halogènes sur les carbones voisins, il faut que les hydrogènes soient aussi là, présents sur chaque carbone. Parce que pour faire l'élimination, il faut avoir un hydrogène sur le carbone bêta du groupe partant. Donc ici, après avoir formé la double liaison, j'ai encore un groupe partant, donc je peux faire une autre élimination. Évidemment, ça va prendre une deuxième équivalent, donc j'ai besoin de 2 NH2 pour pouvoir faire la première et la deuxième élimination. Lorsque je fais la deuxième élimination, le H est retiré et fait en sorte qu'il forme la triple liaison, puis le brome est expulsé et ça me donne la liaison triple. Ici, il y a des CH3 de chaque côté de la liaison triple, mais j'aurais pu choisir quelque chose que des chaînes plus longues, donc j'aurais eu des chaînes plus longues ici de part et d'autre. Maintenant, pour l'alcyne terminale. Ce qui est important pour une alcyne terminale, c'est qu'il faut choisir
une molécule qui n'a pas de chaîne longue de carbone. Donc, généralement, il faut que ça soit vraiment à la fin. Ça veut dire, ici, j'ai CH3 de part et d'autre, et ça force ma réaction à suivre, à se faire de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que si je suis la règle de Zaitsev, ben les deux côtés sont équivalents. Donc, je vais retirer mon premier H, que ce soit sur un CH3 ou que ce soit sur l'autre CH3, qui sont des carbones bêta, c'est mes deux carbones bêta, ben j'en retire sur un des deux. Donc, je vais prendre un H ici, évidemment je veux dire anti-périplanaire, excusez-moi. Donc, anti-périplanaire 180 degrés, je ne l'ai pas dessiné comme je le dessine d'habitude, mais vous comprendrez ici, ça n'a pas vraiment d'importance, surtout qu'on va faire une double élimination. Donc, toute cette information-là va être perdue au travers des deux éliminations. Donc, la base qui est encore NH2-, on vient retirer le premier H, on met la double liaison, puis expulser le premier chlore. Ici, j'ai mis les deux chlores sur le même carbone, mais j'aurais pu les mettre sur les carbones voisins. Ça aurait fonctionné également. En autant que ça finit par qu'il n'y ait pas de carbone de plus de ce côté-ci, même si je mets un des chlores à cette position-là. Ensuite, lorsque j'ai formé ma double liaison, là, je fais la deuxième élimination. Je retire un deuxième H, forme la triple liaison, et ça expulse le deuxième chlore. Maintenant, je me retrouve avec tous les groupements partants qui ont quitté. Le problème, c'est qu'un alcyne terminal, donc une triple liaison avec un H au bout, d'un côté, ça, c'est un H qui est légèrement acide. Si c'est légèrement acide, et que j'ai une des bases super, super fortes, ben, il va y avoir une réaction. Fait que généralement, si vous laissez assez de bases dans le milieu, donc si j'utilise un petit peu plus que deux équivalents, à ce moment-là, un troisième équivalent va venir chercher le H acide, puis donner les électrons au carbone pour avoir un carbone chargé négativement au bout de la liaison triple. Ça ici, on l'a vu dans le chapitre 6, c'est une molécule super importante. C'est ce qu'on appelle un sel d'alcyne. Les sels d'alcyne, c'est la seule façon qu'on peut rallonger des chaînes de carbone jusqu'à maintenant. On va en voir une autre façon dans le chapitre 9 plutôt, donc prochain chapitre, parce qu'on ne verra pas le chapitre 8 tout de suite. Alors, dans le chapitre 9, on va voir une autre façon. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est la réaction dans le chapitre 6 de substitution à partir des sels d'alcyne. Donc, comment on forme des sels d'alcyne? Vous avez un exemple ici. Je vais vous en montrer d'autres façons de le faire. Mais ça, c'est la façon qu'on fait généralement des sels d'alcyne. C'est de partir soit de l'alcyne ou, si vous voulez former l'alcyne du même coup, vous pouvez le faire tout ça d'un seul coup, puis vous formez votre sel d'alcyne. Mais si ce n'est pas le sel d'alcyne qui vous intéresse, vous avez le droit d'arrêter à l'alcyne. En arrêtant, en n'utilisant pas un troisième équivalent, puis en vous assurant que vous ajoutez un peu d'acide plutôt que plus de base. Okay? Mais si vous désirez le sel d'alcyne, d'un seul coup, on peut l'avoir en ajoutant 3 équivalents d'un seul coup. Alors, jusqu'à maintenant, les alcynes, on a vu comment ça fonctionnait pour les éliminations. Donc, je veux juste revenir sur comment on peut avoir des produits majoritaires, des produits minoritaires lors des éliminations. Donc, la règle de Zaitsev, qui est important, c'est qu'on veut former la double liaison la plus stable lors de la réaction. C'est ça la vraie explication de la règle de Zaitsev. L'explication de on enlève le H au carbone qui en a le moins, c'est pas vraiment une explication. Ça, c'est plus une façon mémotechnique de se souvenir de qu'est-ce que la règle cause. Mais c'est pas la raison de la règle. La raison de la règle, c'est le raisonnement derrière cette règle-là, c'est de passer par la double liaison la plus stable. Donc, admettons que j'ai cette molécule-ci, et j'utilise un NaOH pour faire une élimination. J'aurais pu même chauffer pour aider l'élimination, comme on l'a vu précédemment dans l'autre capsule. Chauffer aide l'élimination. Donc, j'aurais pu chauffer. Donc, je veux faire l'élimination. Okay? Entre les deux produits d'élimination, entre celui-ci ou celui-là, donc soit le trans ou le cis,
qui va être toujours majoritaire lorsque j'ai le choix entre un trans ou un cis, ça va toujours être le trans qui va être formé de façon majoritaire. Pourquoi? Parce que les groupements qui sont sur la double liaison, il y en a le même nombre dans les deux cas. Donc ça ne change pas pour la stabilité. Normalement, plus c'est mieux, mais ici c'est égal. Ce qui change, c'est comment proches ils sont dans l'espace. Donc dans le trans, ils sont plus éloignés que dans le cis. Ici, je peux former les deux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié de 3D, puis j'ai quand même 2 hydrogènes sur le carbone bêta pour pouvoir faire ma double liaison. Ça veut dire que j'ai le choix entre cis ou trans. Dans le cas où j'ai juste un H disponible avec une 3D particulière, comme on a vu dans la première capsule, ça peut nous forcer à juste avoir le trans ou juste avoir le cis. Mais si j'ai le choix, parce que j'ai 2 hydrogènes disponibles sur un carbone voisin, je peux faire le trans ou le cis, mais je vais toujours préférer le trans. L'autre chose, c'est que si je fais la déshydratation, donc l'élimination d'un alcool, du butane 2-ol, j'ai 3 produits qui sont possibles. Donc si je pars de ça ici, et mon butane 2-ol, je mets de l'acide H2SO4 généralement, donc source de H3+, et je chauffe. Je peux avoir soit le 6-but-2N, le trans-but-2N, ou le but-1N. Parmi ces trois-là, selon vous, lequel serait le plus stable, le majoritaire? Donc si on regarde, dans le cas du 6-but-2N, ça fait la double liaison en retirant un des H sur le carbone qui est ici, qui a 2 H. Le trans-but-2N, même chose, sur le carbone qui a 2 H. Le but-1N se fait lorsqu'on forme la double liaison de l'autre côté, soit sur le carbone qui a 3 hydrogènes. Donc celui-là, c'est la double liaison qui a le moins de substituants dessus. Il y en a juste un. Tandis que eux ont tous les deux substituants. Donc eux sont favorisés par la règle de Zaitsev. Et justement, on enlève l'hydrogène pour former ces deux double liaisons-là par le carbone qui en a le moins. Ça suit la règle de Zaitsev. Ça forme la double liaison la plus stable. Donc c'est pas le but 1N. Entre le 6 ou le trans, comme on vient de le dire en haut, ça va être le trans qui va être majoritaire. Donc lui est minoritaire à cause de l'encombrement stérique, mais ça suit quand même la règle de Zaitsev. Le trans but-2N est majoritaire parce que ça suit la règle de Zaitsev et que les deux gros groupements sont le plus éloignés possible, donc les groupements de la double liaison. Et finalement, le but-1N est minoritaire parce qu'il ne suit pas la règle de Zaitsev. C'est pas la double liaison la plus stable. Donc on veut toujours que ça soit une réaction d'élimination sur par une déshydratation, donc un alcool, ou sur un dérivé halogéné, toujours passer par la double liaison la plus stable. Et si on a le choix, c'est l'isomère trans qui va être formé. Je vous rappelle qu'on a vu l'ordre de stabilité dans le chapitre 3, mais là, ça revient vraiment à être important. Donc, je l'ai remis ce rappel-là ici. Donc, un alcène est beaucoup plus stable lorsque le plus de carbone lié à ces carbones sp2, donc au carbone de la double liaison. Plus il y a de chaînes de carbone sur une double liaison, mieux c'est. Donc ici, ça c'est le plus stable. J'en ai 4 chaînes de carbone. Si j'en ai 3, c'est un peu moins stable. J'en ai 2, c'est un petit peu moins stable. Si j'en ai 1, c'est moins stable. Si j'en ai 0, ben c'est sûr que c'est encore moins stable, mais c'est juste une double liaison possible dans ce cas-là. Puis lorsque j'en ai 2, ils peuvent être placés de différentes façons, soit comme ça, ou encore, on peut les avoir soit cis ou trans. Donc, je rappelle, cis, plus proche dans l'espace, donc il y a une tension stérique qui se forme, tandis que dans le cas de la trans, la tension stérique est moins présente. Donc, ce qu'il nous reste à voir, c'est des 2 exercices. Un exercice, surtout sur remplir les boîtes. Je vous rappelle qu'on peut faire ce type d'exercice-là ou des mécanismes. Je vous invite fortement à vous pratiquer avec vos mécanismes, même s'il n'y a pas d'exercice dans le chapitre directement sur les mécanismes, faites-en. Et aussi les problèmes de synthèse que des fois demandent un petit peu plus de pratique, donc il va en avoir par la suite.
Donc, ce que je vous demandais, c'est de pratiquer. Dans cet exercice-là, ça fait un petit peu le tour de plusieurs réactions qu'on a vues. Oui, c'est des réactions qui peuvent provenir du chapitre 7, mais ça peut provenir aussi du chapitre 6 et du chapitre 5. Donc, à partir de maintenant, ce que je vais vous demander de faire attention, c'est de voir quel genre de réactions vous avez dans chaque chapitre, et de ne pas mélanger les réactions, mais de savoir, ah, si j'utilise ça, ça fait telle chose. Donc, c'est pour ça que je vous demanderais de faire une liste des réactions, ou vous structurer dans votre façon de penser, puis vous souvenir, ah oui, j'ai vu telle réaction, je me souviens que ça forme la double liaison. Si je pars de telle molécule. Donc, savoir de quelle molécule vous partez, c'est important, puis quel réactif que vous avez, ça va vous indiquer quel produit vous devriez obtenir. OK? En ayant ces informations-là, vous pouvez toujours savoir, ah ben si je sais c'est quoi le produit, puis je sais c'est quoi le réactif, la molécule de départ, je peux connaître c'est quoi les réactifs que j'ai besoin. Donc vous avez toujours cette possibilité-là. Donc, faites-vous un aide-mémoire avec une liste de vos réactions, ou encore des cartons où vous pouvez avoir vos réactifs d'un côté et les produits de l'autre. Puis pratiquer un petit peu pour vous souvenir de vos réactions. Évidemment, toute cette aide-mémoire-là, vous pourrez l'utiliser à l'examen si vous désirez, puisque l'examen est quand même fait à livre ouvert là, pour cette session particulière. Alors, je vous laisse faire les exercices, regardez ce que vous avez pour A, B, C, D, E, puis pour entre A, je vous demande si vous êtes capable de faire le mécanisme pour passer à la double liaison entre A et la double liaison qui est présentée ici. Donc, je vous présente ça juste après. Donc, si vous ne voulez pas savoir tout de suite les réponses, mettez-les à pause. Puis revenez par la suite. Alors, pour les réponses, voici ce que vous devriez avoir. Donc ici, le A. Pour le A, c'est une substitution puisque vous retrouvez avec un dérivé halogénique qui est secondaire en présence d'un nucléophile faible. Comme on a vu dans le tableau dans le précédent, dans le chapitre 7, entre l'élimination et la substitution, c'est la substitution qui est préférée dans ces cas-là, surtout avec les nucléophiles faibles. Donc ici, on va se retrouver avec un OH qui vient substituer le chlore. Par la suite, on utilise un H2SO4 concentré, puis j'ai pas écrit qu'on chauffait, mais j'aurais dû l'écrire pour former la double liaison. Comment on passe par un mécanisme de déshydratation qui utilise un alcool, donc avec un acide fort. Donc, première étape, formation du groupe partant. Donc, on ajoute un H au H. Donc, il vient chercher le H acide de H2SO4. On est concentré, mais on peut utiliser soit une molécule d'eau, soit une molécule de HSO4-. Les deux, j'accepterais ici pour faire l'élimination. Donc, l'élimination qui est une E2, parce qu'on a un alcool qui est secondaire, donc alcool secondaire ou primaire passe par la E2. Donc ici, on vient chercher le H, un des deux H. J'ai pas mis 3D ici parce que ça n'a pas d'importance, puisqu'on a deux H, on peut faire les deux doubles liaisons possibles, soit la trans ou la cis. Donc j'ai pas précisé pour l'antipériplanaire, mais c'est préférable si vous voulez vraiment vous assurer de tout cela, de le mettre antipériplanaire par rapport au groupe partant, puisque c'est une E2. Mais ici, que j'utilise ce H, si antipériplanaire ou l'autre H, je vais avoir soit la trans ou soit la cis, puis ce qui est préféré, c'est toujours le trans, parce que c'est plus stable comme double liaison. Okay? En réalité, c'est tout en équilibre, donc c'est pour ça que c'est toujours le plus stable qui est obtenu. Pour le B, c'est une réaction de HBr en milieu d'un alcool. Donc, c'est pas HBr tout seul. C'est HBr catalytique. Donc, ça, c'est une information que
que généralement je vais écrire plus spécifiquement, ou je vais essayer de vous écrire que c'est en petite quantité, mais généralement, si vous voyez HBr dans un milieu qui est soit de l'eau ou un alcool, c'est vraiment l'eau, l'alcool qui va s'ajouter, pas le HBr. OK? Donc ici, c'est vraiment une addition, donc chapitre 5, d'un alcool en milieu acide. Et l'acide qu'on a choisi, c'est HBr. On peut choisir n'importe quel acide, HBr, HCl, H2SO4. Tout ça fonctionne avec un alcool, okay, qui sert aussi comme solvant. Donc ça, c'est le côté droit. Le côté droit et le côté gauche ne sont pas reliés. Donc ça, c'était qu'est-ce qui arrive si je fais les transformations qui allaient vers la droite. Donc vous avez comme une genre de comme séquence, là, pratiquement comme comment arriver à former un produit selon une synthèse, hein, une séquence de réactions. De l'autre côté, ce que je vous présente, c'est vraiment une cascade de réactions qui est très, très intéressante parce que c'est la façon qu'on passe généralement d'un dérivé halogéné à une double liaison, à un dihalogène, puis à votre liaison triple. Donc, c'est comment on peut passer d'un dérivé halogéné à une liaison triple. On ne peut pas le faire ça d'un seul coup. Il faut faire plusieurs réactions. Donc, c'est la séquence de réactions. Si jamais vous avez besoin de faire ça, de faire une liaison triple dans une synthèse, et que vous avez un dérivé halogéné, c'est sûr que vous allez devoir faire cette séquence-là de réactions. Dans le cas qu'ici, j'ai choisi un NaOH concentré en chauffant pour faire l'élimination. J'aurais pu choisir éthyle ONA ou terre butyle ONA pour pouvoir faire l'élimination. Ça aurait été encore meilleur. Mais NaOH fonctionne quand même, là, je l'accepte. Donc, ça forme la double liaison, OK, pour l'élimination. Double liaison trans, qui est préférée en respectant Zaitsev et en formant la double la plus stable. Par la suite, on utilise BR2. BR2, simplement, dans un solvant qui est non réactif. Donc, je n'ai pas spécifié le solvant, c'est parce qu'elle n'a pas d'importance. Donc, ici, on va avoir les deux BR qui vont s'ajouter sur la double liaison de façon anti. Hein? Donc, BR1 en avant, l'autre en arrière, plus évidemment l'énantiomère qui est l'inverse. En réalité, l'énantiomère qui est là, c'est pas vraiment un énantiomère. Je l'ai écrit, mais c'est plutôt une erreur parce que en fait, c'est un composé méso, le composé qu'on a ici. Donc, je pourrais vous l'écrire là, que ça, c'est un composé qui est méso. Donc, ça n'a pas d'importance dans le cas qui est là. Mais, de façon générale, si vous avez vraiment un énantiomère, donc pas un composé méso, mais que vous avez deux énantiomères possibles, je m'attendrais à ce que soit vous me dessiniez les deux énantiomères, ou que vous m'écriviez, vous dessinez une molécule plus énantiomère. Évidemment, dans le cas qui est là, ça serait pas correct que j'avais écrit au départ. C'est vraiment un composé méso que vous avez ici. Donc, il n'y a pas de plus énantiomère dans ce cas-là. Et donc, c'était mon erreur au départ. J'ai fait le corriger vite. Fait que je me suis pas rendu compte que j'avais fait cette erreur-là. Donc, c'est bien que je l'ai vu maintenant. Mais au final, pour la dernière réaction, soit 2NaNH2, donc deux équivalents d'NaNH2, c'est pour faire la double élimination. Donc, éliminer un premier HBr, puis éliminer l'autre HBr, pour former pas juste une double, mais une triple liaison entre les deux carbones. Donc, celle-ci. Donc, CH3, la triple liaison, CH3. Donc, c'est ce qu'on a ici. C'est une triple liaison, une alcyne qui est disubstituée en ce moment-là. C'est pas une alcyne qui est terminale comme on a vu précédemment. Donc, on ne peut pas faire de sel d'alcyne avec ça. Donc ça, c'était pour l'exercice 3. Le dernier exercice, l'exercice 4, ce sont des synthèses. Donc ces synthèses-là, je veux que vous essayiez de les faire, les réactions. Généralement, c'est 3 ou peut-être 4 réactions, là, mais c'est 4 réactions similaires là, dans certains cas, pour arriver à passer de la molécule à celle qui est demandée. Donc, comme j'ai déjà dit, 3 flèches, je ne veux pas dire 3 étapes. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4,
Ça peut être même plus dans certains cas, mais généralement, je ne veux pas trop complexifier pour vous, étant donné que je m'attends à un niveau de compréhension qui n'est pas extrême, OK? Quand même bien, mais je m'attends pas à ce que vous soyez capable de faire des synthèses de 8 étapes non plus. Ça demande plus de pratique. Donc, ici, 3 flèches, que ce soit pour A pour B, ça ne veut pas dire 3 étapes. Ça veut dire plusieurs étapes. Donc, essayez de me faire une liste de réactions en écrivant à chaque fois quels sont les réactifs, quel produit ça donne, sans faire le mécanisme. Je veux pas de mécanisme, je veux juste la liste de réactions consécutives que vous aurez à faire pour passer de là à celle-là. Et même chose pour B. Donc, mettez à pause, puis au retour, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez continuer la vidéo, vous aurez les réponses. Donc, je donne les réponses tout de suite. Donc, mettez à pause. Alors, pour le A, ce que vous allez remarquer, c'est que le nombre de carbone entre la molécule de départ et la molécule finale est la même. Donc, on ne change pas le nombre de carbone. Donc, ça, c'est une des premières choses que je regarde. Ce que je regarde aussi, c'est comment on pourrait passer du chlore ici à un OH qui est là. Ce que je peux voir, c'est que clairement, je vais déplacer le chlore jusqu'au carbone qui est là. Mais je ne peux pas le déplacer juste d'un seul coup. Il va falloir probablement que je le fasse en plusieurs coups. Qu'est-ce que je sais, c'est que je connais des réactions pour retirer le chlore, puis me créer par exemple une double liaison. Puis je connais des réactions qui peuvent se faire sur les doubles liaisons pour pouvoir générer soit un alcool ou des dérivés halogénés. Donc ajouter soit H3+ dans de l'eau, donc une source d'acide, que ce soit HCl ou autre, dans de l'eau pour former un OH, ou encore HCl pur pour former un nouveau Cl. Donc, qu'est-ce que vous faites faire? C'est y aller soit par en arrière, c'est-à-dire partir du produit final, puis essayer de voir comment vous pouvez revenir en arrière, pas par vos réactions, mais comme pour planifier vos réactions. Donc ça s'appelle la rétrosynthèse lorsqu'on planifie nos étapes en partant de la molécule finale. Puis essayer juste de voir, OK, comment je pourrais revenir vers la molécule de départ. Évidemment, le sens que la rétrosynthèse, c'est pas le bon sens des réactions, c'est juste pour se donner un plan de match. OK? Si maintenant je vous montre la réponse en tant que telle, qu'est-ce que moi j'ai fait? Lorsque vous avez des réactions, okay, comme ça, en synthèse, plus on va avancer, plus on va voir de réactions, plus il y a de possibilités de différentes synthèses qui pourraient être acceptables quand même. Si vous n'avez pas fait exactement ce que j'ai fait, ça peut être quand même bon. Ça veut dire, jamais vous avez un doute, vous avez pratiqué l'exercice qui est là, vous avez pratiqué d'autres exercices, puis vous n'avez pas exactement la même réponse que celle qui est donnée dans le corrigé. Envoyez-moi une photo de ce que vous avez fait. Soit par Colnet ou par le logiciel Teams. Puis je vais regarder, puis je vais vous dire si c'est correct. OK? C'est important que vous pratiquiez le plus possible ces synthèses-là. Ça vous permet d'avoir une bonne compréhension générale de pas juste les réactions, savoir c'est quoi vous utilisez. Et ça vous donne aussi une idée générale de OK, je comprends le mécanisme parce que je sais vers quoi ça va tendre. Alors, la première réaction que moi je ferais ici, c'est d'utiliser une base forte. Puis utiliser un autre type de base forte, j'accepterais OH- par exemple, là, NaOH. Mais moi j'ai utilisé terre-butyl au moins. Puis j'ai mis un Na pour balancer. Puis je chauffe pour essayer d'aider le plus possible l'élimination pour former la double liaison. Donc ça élimine le H qui est ici, puis le Cl. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on va faire ça, lorsque je vais pouvoir faire une addition directement sur ce double-là, c'est que le Cl ne va pas aller du même côté qu'il était précédemment. Pourquoi? À cause de la règle de Markovnikov, où on va passer par le carbocation le plus stable, puis le carbocation le plus stable, c'est celui qui est secondaire plutôt que primaire. Donc le H va s'ajouter au bout de la double liaison, puis le Cl va s'ajouter plus au centre ici
dans la molécule. Donc, je vais avoir HCl comme ceci. Si vous avez décidé d'ajouter un OH et vous êtes passé par de l'eau en milieu acide, ça serait aussi bon. Si vous avez OH, par contre, vous ne pouvez pas utiliser terre butyle, vous ne pouvez pas utiliser une base, vous devez utiliser un acide, vous devez utiliser H2SO4. OK, ici, en chauffant. Donc ça, c'est si vous avez OH. Si, comme moi, vous avez Cl ou Br, peu importe ce que vous avez utilisé ici, pour faire l'addition, donc HBr ou HCl. Donc si vous avez un dérivé halogéné, là, vous utilisez une base pour pouvoir obtenir la double. Donc soit vous faites une déshydratation à partir d'un alcool, ou vous faites une élimination à partir d'un dérivé halogéné. À ce moment-là, ce n'est pas le même réactif ici. Donc moi, j'ai choisi un dérivé halogéné, donc j'utilise une base forte. Ça me donne la double liaison de ce côté-ci. Pourquoi? Plutôt que de retrouver la même double liaison que j'avais précédemment, c'est à cause de la règle de Zaitsev, qui dit qu'on veut avoir la double liaison la plus stable, qui est la plus substituée. Puis celle-ci est substituée par 3 chaînes de carbone, tandis qu'ici, elle était substituée par seulement une. Donc, le cas qui est là, c'est qu'on passe par, on retire le H côté qui en a le moins. OK, donc ça nous donne la double qui est ici. Et finalement, puisque je vais avoir l'alcool à la fin, il faut absolument que j'utilise de l'eau en milieu acide. Donc, mon acide, c'est un catalyseur ici. Donc, je n'ai pas spécifié c'est quoi la source d'acide. Vous avez le droit de le faire ou non. Donc, j'ai laissé H3+. Si vous préférez, vous pouvez écrire HCl ou HBr ou H2SO4. Vous pouvez même écrire que c'est catalytique, c'est comme vous préférez. OK, je vais comprendre. Mais juste écrire H2O, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un catalyseur acide. Et généralement, on n'écrit pas juste H3O+, parce que oui, c'est une source d'acide, mais il faut spécifier que c'est aussi qu'on a utilisé un solvant particulier, qui est l'eau, par exemple. Donc ça, c'est pour A. Maintenant, si je reviens pour le B, dans le B, c'est assez similaire. C'est juste qu'on part directement d'un alcool. Puis là, qu'est-ce qui est un petit peu traite dans comment j'ai dessiné, c'est que on dirait qu'on a plus de carbone ou qu'on a vraiment changé quelque chose. Mais si vous comptez, il y a 1, 2, 3, 4 carbones avec le OH. Puis ici, il y a 1, 2, 3, 4 carbones avec le OH. C'est juste que le OH, maintenant, il est sur le carbone au centre. Mais vu que c'est dessiné vraiment différemment, on pense que c'est pas pareil. On pense qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé. Mais c'est pas le cas. C'est simplement de, encore une fois, changer de position de notre alcool. OK? Donc, comme précédemment, pour le B, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir déplacer le OH, mais pour le déplacer, il faut passer par une double liaison, donc il faut faire une élimination, puis après ça, faire une addition. Donc, c'est pour ça que généralement, les réactions d'élimination puis d'addition peuvent vraiment bien aller une avec l'autre pour faire des synthèses, parce que les éliminations permettent d'avoir des doubles liaisons, des triples liaisons, puis les additions font des réactions sur ces doubles ou ces triples-là. Donc, généralement, ça va bien d'aller un après l'autre. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on peut faire aussi des substitutions entre-temps. Par exemple, faire une substitution avec un sel d'alcyne, qui est une liaison triple. Donc, ça aussi, ça rentre qu'on peut faire d'autres réactions par la suite. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'à partir de l'alcool, on va faire une déshydratation, donc une élimination de l'alcool primaire qui est ici, donc H2SO4, généralement très concentré, qu'on chauffe. Ça va éliminer, ça va donner la double liaison qui est ici. C'est la seule double liaison possible, parce qu'on n'a pas d'autre carbone bêta que celui-ci. À partir de la double qu'on obtient, maintenant, vu qu'on veut le OH à l'intérieur, ça va suivre la règle de Markovnikov, parce qu'on va ajouter le H sur le carbone qui a le plus d'hydrogène pour former le carbocation le plus stable. Okay? Donc, le carbocation le plus stable va être tertiaire, et on va ajouter le OH à cet endroit-là. Donc, ça va nous donner notre alcool à la fin, qui est la suivante. Et c'est le produit qu'on désire. Donc, en 2 étapes ici, on a obtenu le produit désiré. Donc, comme je l'ai dit, les synthèses, c'est peut-être le type de problème que vous allez avoir le plus de difficultés maintenant. C'est potentiellement normal. Il n'y a pas vraiment de façon simple de résoudre des synthèses, parce que ça demande vraiment une compréhension de beaucoup de réactions.
Ça veut dire que si vous oubliez, vous ne savez pas comment une ou deux réactions fonctionnent correctement, ben ça se peut que ces réactions-là soient nécessaires dans la synthèse, puis ça vous bloque. Parce que vous ne savez pas qu'ils existent, par exemple. Donc, ça vous demande de bien comprendre toutes vos réactions. Donc, ça vient chercher vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, si vous regardez là, les exercices que moi, je vous suggère dans le cahier bleu, par exemple, ici, il y a des exercices dans l'atelier 7 qui sont des exercices qui ont un petit peu plus de synthèse, mais il y a aussi d'autres types d'exercices. Il n'y a pas beaucoup d'exercices où il y a de la compétition entre l'élimination puis la substitution, mais je vous invite quand même à faire ceux du manuel pour pouvoir vous pratiquer là-dessus. Donc d'ici là, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'avancer, d'essayer de suivre le plus possible l'échéance. Ça veut dire de suivre dans les semaines où est-ce qu'on est rendu pour le chapitre, par exemple, là on est dans le chapitre 7 et le dernier chapitre, ça va être le chapitre 9. Donc, d'ici là, essayez de compléter le plus d'exercices possible pour pas trop prendre de retard. C'est vraiment très, très important. Donc, lâchez pas. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. À la prochaine.